Mardi 16 janvier, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Voici les titres de cette édition. Le froid ne faiblit pas dans les Yvelines. Le département et le reste de l'Île-de-France sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas à partir de ce mardi soir 22h. Des flocons ainsi que des pluies verglaçantes sont attendus, on fait le point. Les travaux de la ligne 18 avancent. Le métro doit relier Versailles à l'aéroport d'Orly en 2030, mais une poignée d'habitants dénonce l'artificialisation des terres agricoles et reste fermement opposée à ce projet. Réunis en collectif, une trentaine de personnes ont marché dimanche entre Guyancourt et Châteaufort pour réclamer l'arrêt du chantier. Une collaboration désormais officielle, le musée départemental Maurice Denis situé à Saint-Germain-en-Laye et le célèbre musée d'Orsay ont signé hier une convention de partenariat scientifique. En clair, des prêts et dépôts d'œuvres vont venir enrichir les collections du site yvelinois. Explication. Et puis dans l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission, la suite de nos interviews avec les maires de Saint-Quentin en Yvelines. Ce soir, Nicolas Dainville sera avec nous, il est le maire de La Verrière. Dans le 7-8 également ce soir, décryptage de la transformation de Pôle emploi vers France Travail. C'est effectif depuis le 1er janvier. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, était en déplacement justement hier à Guyancourt. Sur le sujet, ce sera à suivre tout à l'heure dans le 7-8. Mais j'accueille tout de suite Gabriel Gontier, bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78. Et avec vous, on va faire le point sur les informations du jour. Et j'en parlais dans les titres, information météo, la neige va encore tomber dans les Yvelines. Oui, Météo France prévoit des phénomènes météorologiques dangereux dans le département dès ce soir. Conséquence, l'alerte orange neige et verglas a été déclenchée à partir de ce mardi 16 janvier 22h. Une alerte qui devrait être maintenue jusqu'à jeudi matin. Des chutes de neige sont notamment annoncées mercredi. On écoute ce météorologiste de Météo France. Pourquoi on attend donc cet épisode ? Donc on a effectivement une masse d'air froid qui donc persiste sur le nord du pays et une dépression Irène qui donc apporte de l'air plus doux et humide par le sud. Et donc ce conflit de masse d'air va donner des précipitations hivernales sous forme de pluie verglaçante ou de neige. Ce qui est important à préciser, c'est que dans ce temps bien hivernal, on aura donc des déplacements qui vont être rendus difficiles, voire dangereux. C'est pourquoi il faut bien rester très vigilant donc, pour cet épisode des prochains jours et continuer de suivre donc l'évolution de nos prévisions. On attend donc par le sud, déjà dès le milieu fin de soirée, un premier saupoudrage de neige assez faible par rapport à ce qu'on pourra avoir ultérieurement en nuit de mercredi à jeudi. Et puis donc ensuite, ce saupoudrage de fin de soirée va vite être remplacé par des pluies verglaçantes. Donc, prudence pour les Yvelinois face à ce saupoudrage, mais on l'a compris, c'est un épisode qui pourrait durer. On aura l'occasion de donner d'autres informations aux Yvelinois dans nos éditions prochaines sur TV78. Dans l'actualité également, Gabriel, des actes antisémites qui ont été perpétrés dans les Yvelines. Alors parmi les derniers épisodes en date, dimanche midi, des tags antisémites découverts près du stade Montboron, c'est à Versailles. Oui, parmi ces tags, des signes SS, deux croix celtiques, une étoile de David et des slogans hostiles aux Juifs ont été retrouvés sur une palissade municipal, passage de l'abbé Picard. Pour le moment, les auteurs n'ont pas été retrouvés. Des tags haineux ont aussi été retrouvés dimanche soir. Cette fois, c'était à Viroflay. 2 personnes ont été arrêtées, appartenant toutes deux à une mouvance d'extrême droite. À Gargenville, une étrange histoire d'intoxication alimentaire. Ça se passe dans un collège. Oui, tout à fait, Grégory. Des dizaines d'élèves du collège Albert Camus ont été victimes de symptômes gastriques après avoir déjeuné à la cantine ce lundi midi. Des pompiers et plusieurs équipes de SAMU ont été dépêchés sur place pour prendre en charge les malades. Ils auraient été intoxiqués avec une sauce barbecue selon les premiers témoignages. Une enquête a été ouverte. On parle maintenant de la ville de Trappes. Le jumelage avec la Comédie Française se poursuit. Oui, et c'était ce lundi. Un quart de trappistes s'est rendu à la Comédie Française pour la représentation annuelle d'hommage à Molière. Un partenariat qui va s'intensifier dans les prochains mois. Les habitants bénéficient désormais de modalités et de tarifs privilégiés. Les modalités sont à retrouver sur le site de la mairie. Le jumelage entre les deux institutions a pu voir le jour grâce à l'action d'Alain Degois, dit Papy, fondateur de la compagnie Déclic Théâtre. Enfin, du côté de Rambouillet, la fréquentation en 2023 du château de Rambouillet est en hausse. Oui, plus de 62 000 visiteurs accueillis en 2023. C'est 9% de plus qu'en 2022. Pour l'établissement, ces chiffres confirment l'attractivité touristique du lieu. Un chiffre
haut malgré un parcours de visite amputé. L'appartement de l'empereur étant fermé pour restauration. Parmi ces 62 000 visiteurs, près de 35% bénéficient de la gratuité. Donc les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi ou encore les personnes en situation de handicap. Le château confirme sa bonne fréquentation. En 2022, il comptait déjà plus de 40% de visiteurs par rapport à 2019. Bien sûr, les années Covid sont mises de côté, la fréquentation ayant chuté avec les fermetures et les restrictions. Merci Gabriel, vous restez avec nous car dans un instant vous allez nous parler de ce partenariat entre le musée départemental Maurice Denis et le musée d'Orsay à Paris. Et si vous aussi, pour ces informations près de chez vous, vous êtes justement témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Depuis le 1er janvier, Pôle emploi est devenu France Travail, une transformation qui amène son lot de changements avec un objectif, atteindre le plein emploi en France. Hier justement, la nouvelle ministre du Travail, Catherine Vautrin, se rendait dans une agence France Travail à Guyancourt. Sur le sujet, le reportage de Clara de Frutos et Patrick Jacques de Dixmude. C'est l'un des grands changements de ce début d'année 2024. Pôle emploi devient France Travail depuis le 1er janvier, après l'adoption de la loi pour le plein emploi, le 18 décembre dernier. Le gouvernement souhaite renforcer le suivi des personnes les plus éloignées de l'emploi, mais pas que. La deuxième des choses, c'est d'accompagner toutes les entreprises, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on offre des services pour accompagner les entreprises à plus recruter, à mieux recruter. Ça fonctionne bien, 86% d'entre elles sont satisfaites, sauf qu'on a encore 70% des entreprises qui n'utilisent pas France Travail. Mais France Travail ne va pas seulement changer de nom. L'organisme se réorganise pour mieux coordonner l'accueil, l'orientation, l'insertion ou encore la formation des demandeurs d'emploi. Il sera notamment intégré à un réseau pour l'emploi, un réseau qui se constitue en 4 entités. Autre changement, une inscription automatisée à France Travail est prévue pour les personnes sans emploi, au plus tard en 2025. Cette mesure concerne les demandeurs d'emploi déjà inscrits à Pôle emploi, les jeunes et les personnes handicapées accompagnées par des missions locales ou Cap emploi, mais aussi les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leurs conjoints si nécessaire. Après cette inscription, un diagnostic approfondi est ensuite réalisé auprès des demandeurs d'emploi pour définir un contrat d'engagement. Son but, délimiter un plan d'action pour atteindre des objectifs d'insertion sociale et professionnelle. Cette loi fixe aussi une obligation d'activité d'au moins 15 heures par semaine, des nouveautés en cours d'application. Pour l'occasion, la nouvelle ministre du Travail, Catherine Vautrin, s'est déplacée à l'agence de Guyancourt. Elle a échangé avec conseillers et entreprises autour de 2 thématiques, l'accompagnement des entreprises pour favoriser le retour à l'emploi et le renforcement de ces aides auprès des publics. L'émancipation de nos concitoyens se fait par le travail. L'idée, c'est de les aider à retrouver un emploi. Et ici, dans ce département, on a à Guyancourt une commune qui dispose d'un nombre d'entreprises extrêmement important. Nous avons échangé avec plusieurs d'entre elles qui ont montré combien depuis 6 mois, elles avaient eu des réponses. L'agence France Travail de Guyancourt expérimente depuis quelques mois, avec 17 autres sites en France, une démarche pour faciliter le retour ou l'accès à l'emploi des allocataires de RSA. Les opposants à la ligne 18 s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier. Dimanche, une marche a réuni une trentaine de personnes sur une partie du tracé du métro pour une marche entre Guyancourt et Châteaufort. Ces opposants dénoncent l'artificialisation des terres agricoles du plateau de Saclay. Julien Leroy et Mélanie Poquet. On est sur un des ouvrages annexes, donc l'ouvrage 19, donc ça veut dire qu'il y en a au moins une vingtaine pour aller à Versailles. On arrête tout, c'est le mot d'ordre de la mobilisation organisée par le collectif contre la ligne 18 et l'artificialisation des terres. Ce dimanche 14 janvier, une grande marche intitulée Toxic Tour entre Guyancourt et Châteaufort était menée sur le tracé des futurs rails. Pour rappel, ce métro aérien devrait relier l'aéroport d'Orly à la gare de Versailles-Chantier dès 2030. Une aberration pour les membres dénonçant le tronçon aérien au milieu des champs du plateau de Saclay. Ça implique une coupure, une fragmentation du paysage, une rupture des corridors écologiques. Sur le plateau de Saclay, il y avait 6 corridors écologiques avant l'arrivée de la ligne 18. Il y en a 5 qui sont supprimés, il en reste un 6e qui est très en danger et qui va rompre la circulation de la faune sauvage entre les forêts de Rambouillet et la forêt de Versailles. Sachant qu'une ligne de métro va appeler forcément l'aménagement du territoire, c'est la politique officielle, et que donc à long terme, vous allez avoir un territoire qui sera très urbanisé, et donc potentiellement les zones nuit vont y passer, quoi.
Le collectif dénonce la future structure aérienne en béton armée du métro. Elle impliquerait l'artificialisation de 22 hectares de terres agricoles ou les nuisances sonores dues au futur RAM pour les habitations alentours. Malgré l'avancée galopante des travaux, les militants espèrent encore un retour en arrière pour cette ligne 18. Il y a eu quand même l'année dernière plein d'éléments nouveaux. Il y a eu une nouvelle étude sur l'impact sur la biodiversité. Il y a les agriculteurs qui continuent à protester sur le fait que ça va les empêcher de déployer leur activité. Il y a des élus en particulier dans l'Essonne qui ont dit que c'était pas possible de continuer comme ça. C'est la proposition du collectif, envisager un moratoire pour se poser et regarder tous ces éléments nouveaux qu'il y a eu en 2023. Cette marche d'une trentaine de personnes s'inscrivait dans le cadre d'un grand week-end de rassemblement. Assemblées, ateliers créatifs sur la biodiversité et spectacles étaient aussi au programme du côté de Magny-les-Hameaux. Une mobilisation pour espérer voir ce projet de plus de 20 ans s'interrompre. Allez, c'est l'heure des actualités culturelles dans le 7-8. Le 30 janvier prochain, le théâtre Alphonse Daudet de Coignères accueille La Nuit des Rois. C'est une pièce de Shakespeare qui est présentée par la compagnie Les Lendemains d'hier et mise en scène par Benoît Facerias et Nolwenn Cosmao. La directrice du théâtre Alphonse Daudet vous donne 3 raisons de ne pas manquer ce spectacle. C'est au micro de Mathilde Francou. Bonjour, je suis Gwenola Bigouin, la directrice de l'espace Alphonse Daudet à Coignères. Aujourd'hui, je vous conseille un spectacle, La Nuit des Rois, d'après Shakespeare. Alors la première bonne raison de voir ce spectacle, c'est un classique, mais accessible à tous. La mise en scène est contemporaine. Par exemple, les décors en fait sont minimalistes, ce qui laisse place à l'imagination, etc. Les costumes sont entre hier et aujourd'hui, et surtout le langage est actuel. La deuxième bonne raison, c'est un spectacle dynamique avec 6 comédiens pour 15 personnages. C'est un spectacle où on danse, où on chante, où on s'interpelle comme au XVIIe siècle, mais au son des guitares. La troisième bonne raison, c'est une joyeuse farandole, une fresque musicale et clownesque qui célèbre la fête, le travestissement et l'amour surtout. Et en ces temps moroses, ça ne peut faire que du bien. Bon, parlez sérieusement, c'est un petit peu de l'effet. Comme de l'eau de vie sur une sage-femme. N'ayons pas peur du ridicule, dites-lui simplement je tombe. Qu'est-ce que c'est que ce raté? Elle pleure, elle fait peur aux enfants maintenant. C'était donc les 3 bonnes raisons pour voir La Nuit des Rois. Dans l'actualité culturelle, hier, le musée départemental Maurice Denis, situé à Saint-Germain-en-Laye, et le musée d'Orsay ont signé une convention de partenariat scientifique. Alors, Gabriel Gontier, vous étiez sur place. Ça représente quoi, cette convention ? Eh bien, cette signature, Grégory, elle officialise le lien qui unit les 2 musées, alors depuis de nombreuses années, car depuis l'ouverture du musée départemental Maurice Denis, c'était en 1980, les 2 institutions collaborent ensemble. L'objectif avec cette signature, c'est donc d'inscrire et de faire perdurer ce lien. Et ce partenariat, il va permettre plusieurs choses, notamment davantage de prêts entre les musées, ce qui va contribuer à l'enrichissement des collections du musée Maurice Denis. On a interrogé le président du musée d'Orsay sur cette collaboration. Ce partenariat entre le musée d'Orsay et le musée Maurice Denis est une alliance pour que le musée d'Orsay puisse apporter son concours, non seulement par des prêts d'œuvres, des dépôts, mais aussi un soutien scientifique pour les projets de publication, les projets d'exposition et puis tout ce qui peut se présenter à l'avenir pour renforcer le prestige et l'attractivité du musée Maurice Denis. Alors ce partenariat, il a été signé pour 5 ans. Il s'inscrit également dans la volonté du musée d'Orsay de développer des coopérations en dehors de Paris. Cette signature devrait permettre également de mieux connaître ce musée Maurice Denis et aussi ses collections. Oui, si le musée départemental est bien inscrit dans le territoire des Yvelines depuis de nombreuses années, les œuvres de l'artiste yvelinois restent encore mal connues. Ce partenariat va permettre plus de visibilité au musée. C'est ce que nous explique le président du département, Pierre Bédier. Nous allons pouvoir, grâce à ce partenariat, pouvoir mieux faire connaître ce musée qui souffre d'un déficit de communication parce qu'il est absolument extraordinaire. Le lieu est magique,
L'œuvre de Maurice Denis est d'une richesse, d'un foisonnement exceptionnel. Et donc ça va être une aide à la communication et puis ça va être une aide à l'approfondissement de la connaissance de l'œuvre, à la démarche scientifique. Bon, vous l'avez compris, les œuvres de Maurice Denis ont encore de belles années devant elles. Une bonne nouvelle pour le patrimoine yvelinois, car la grande majorité des toiles de l'artiste ont été peintes dans les Yvelines, dans son atelier de Saint-Germain-en-Laye. Merci Gabriel, on l'a compris, intéressé par le patrimoine, vous êtes intéressé aussi par l'histoire ? Un petit peu aussi. Eh bien justement, Maxence Delacrouet nous en apprend un peu plus sur l'histoire du département. Chaque mardi, ce jeune passionné d'histoire se fixe pour mission de vous conter des anecdotes méconnues, le tout en 1 minute. Et ce soir, Maxence met à l'honneur le château de Marly-le-Roi, domaine prisé par un certain Louis XIV. Le château de Marly n'est que très peu évoqué lorsque l'on veut parler du quotidien de Louis XIV. Il a pourtant été le théâtre de moments plus intimes du roi lorsque celui-ci voulait échapper à la pesanteur de la cour. Il résume ainsi les fonctions de ses 3 résidences. J'ai fait Versailles pour ma cour, Trianon pour ma famille, Marly pour mes amis. Il qualifie même Marly d'anti-Versailles, ce qui montre l'importance de vivre autrement qu'au domaine royal. Seuls quelques privilégiés étaient invités à Marly. Cela faisait partie d'une des faveurs royales les plus importantes. Ce château était avant tout un lieu de fête, de réception et de loisirs. Mais le roi Soleil avait également pour habitude de recevoir des entités politiques et administratives. Comme si certaines affaires étaient traitées plus secrètement, loin du noble tumulte de Versailles. Le château de Marly est finalement détruit avec l'avènement du Premier Empire et la chute de l'Ancien Régime. Avant l'invité du 7-8, coup d'œil aux prévisions météo de demain. Et je vous rappelle la principale information de cette édition avec cette vigilance orange dans les Yvelines activée à partir de ce soir 22h et jusqu'à au moins demain. Une vigilance orange pour la neige et le verglas. Des flocons et des pluies verglaçantes sont attendus dans toute l'Île-de-France. Prudence, les températures seront-elles légèrement positives dès la matinée de mercredi, ce qui pourrait favoriser justement ce phénomène de pluie verglaçante. L'après-midi, les pluies se transforment en brume dans les secteurs ouest et sud du département. Le mercure baissera par endroits, comptez 2 degrés à Houdan et Rambouillet et 3 degrés à Versailles et Mantes-la-Jolie. Ce mercredi 17 janvier, nous fêterons les Antoine. Tout de suite, l'invité du 7-8. À quoi s'attendre pour 2024 à Saint-Quentin en Yvelines? Tout au long du mois de janvier, les maires de l'agglomération viennent en plateau pour parler des grands dossiers, des grands projets pour cette année dans leur commune. Et ce soir, c'est Nicolas Dainville qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Maire de La Verrière, également vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Déjà, bonne année à vous et également aux Verriérois qui nous regardent ce soir. Avant qu'on parle de 2024, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2023 à La Verrière? Vous avez dit dans vos vœux en vidéo que ça a été les montagnes russes. Bah effectivement, c'est vraiment l'image qui me vient à l'esprit, les montagnes russes, beaucoup de hauts et aussi beaucoup de bas. On a vécu des moments très difficiles, des épreuves avec les émeutes qui ont touché tant de communes en France, et La Verrière n'a malheureusement pas été épargnée, avec 2 écoles qui ont brûlé, des moments très marquants pour les enseignants, pour les familles, pour les enfants, pour les élus, pour les agents qui ont été extraordinaires. Et des moments aussi incroyables que j'aurais même pas pu imaginer dans le meilleur de mes rêves, avec notamment le Paris-Nice, le départ, qui était un moment incroyable, de fierté, de rayonnement, assez extraordinaire. Le Paris-Nice qui s'élancera une nouvelle fois du département cette année, puisque chaque année, il y a une convention qui lie le Paris-Nice avec le département. Alors, vous avez parlé de cet épisode des émeutes qui a touché de manière importante votre commune. On parle d'ici des écoles maternelles, primaires, aussi du quartier du Bois de l'Étang qui ont été détruites par un incendie. 30 millions d'euros de dégâts en tout. Les élèves ont fait leur entrée à l'école régionale du premier degré, ce qui a été rendu possible grâce aussi au soutien de la région Île-de-France. Est-ce que le choc est toujours présent aujourd'hui dans les têtes des Verriérois, dans la vôtre aussi? Écoutez, je trouve qu'il y a eu un esprit de résilience assez extraordinaire. Il y a eu un choc terrible le lendemain du drame. Et très vite, on s'est organisé avec des partenaires incroyables. Le préfet Courtade, qui était là le matin même, qui a, je dirais, permis aussi d'impulser la cellule de crise, le rectorat, qui a permis d'organiser des sorties pour aérer l'esprit des enfants, la région qui a répondu à notre appel, il y a eu un front commun, très vite a permis d'aménager en un temps record des salles dans cette école que vous venez d'évoquer, le RPD, avec tous les agents de l'ERPD, nos agents qui ont récolté des dons,
le département sur lequel on travaille toutes les semaines pour la reconstruction, et puis bien évidemment Saint-Quentin qui finance aussi les navettes. Donc il y a eu une coordination des acteurs, de précieux soutiens qui ont fait front, comme vous l'avez dit, avec la ville de La Verrière, avec les Verriérois, pour trouver des solutions concrètes en un temps record, puisque la rentrée arrivait à grands pas, et on a pu organiser cette rentrée, je dirais, dans les meilleures conditions. Et le groupe scolaire va être reconstruit. Exactement, les groupes scolaires vont être reconstruits. Il y a des délais qui malheureusement sont toujours très longs. En France, on a des procédures d'appel d'offres, il y a des sujets financiers, il faut quand même trouver bien évidemment les financements, les fonds, et donc on espère d'ici 2 ans et demi, 3 ans, pouvoir offrir l'excellence auquel les enfants du Bois de l'Étang ont le droit. En tout cas, on se retrousse les manches, on se donne énormément de mal, ça nous prend beaucoup de temps, mais ça donne aussi du sens à la mission. Alors puisqu'on parle du Bois de l'Étang, il y a un gros dossier à La Verrière, vous le qualifiez vous-même de projet du siècle, celui de la rénovation urbaine de ce quartier du Bois de l'Étang, 616 logements. Alors dans les grandes lignes, il prévoit une réhabilitation de plus de 400 logements, une démolition de plus de 200 logements, la mise en place d'équipements. L'objectif, c'est de désenclaver le quartier. On parle ici d'un projet à hauteur de 78 millions d'euros qui est mené dans le cadre de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Le relogement des habitants a débuté, ça va se poursuivre cette année ? Alors, affirmatif, oui. On a réalisé 50% du relogement, donc on est très heureux de ce seuil symbolique qui a été franchi avec un rythme de 4 à 6 relogements par mois, donc on a une très belle cadence. Le bailleur séquence, la préfecture, l'agglo, l'interbailleur, les maires qui nous aident pour le relogement. Donc on est très heureux. Et puis les réhabilitations vont débuter. C'est des réhabilitations massives. Vous avez cité les chiffres. Là, on parle d'un ratio de plus de 100 000 euros par logement. C'est un ratio, donc ça comprend le logement et les parties communes. Mais du sol au plafond, tout va être fait. Les volets, l'électricité, les canalisations, les boîtes aux lettres, les halls d'immeubles, les isolations, les ascenseurs. Il était temps qu'ils vont être intégralement remplacés. Bref, c'est un investissement massif pour redonner de la qualité de vie et de l'attractivité à ce quartier qui mérite le meilleur. Donc réhabilitation qui démarre cette année 2024. Exactement. Autre grand projet à La Verrière, le nom de ce projet, c'est Gare Bécane. Alors on parle ici de la partie nord de La Verrière, autour de la gare, le long de la voie ferrée et de la Nationale 10, et on est tout proche du quartier Orly Park. Dans les grandes lignes, on parle ici de 1500 logements, 60 000 mètres carrés de pôle d'activité économique, des nouveaux services. Là aussi, l'objectif, c'est de désenclaver cette partie de la ville. Et là, on parle ici d'un projet qui est en fait directement en lien avec le réaménagement de la gare de La Verrière. Est-ce qu'on aura du nouveau cette année ? Oui, on a déjà eu beaucoup de nouveaux puisque la gare avance bien. Il y a le nouveau parking qui est sorti de terre, qui est ouvert avec plus de 900 places. Il y a ce beau parvis qui va être inauguré cette année, en 2024, un parvis piéton, pour vraiment faire de la gare, qui est un élément d'attractivité incroyable dans une ville, un vrai lieu de vie. C'est un quartier qui était totalement délaissé dans le passé. Nous, on croit au contraire que ce lieu peut être une locomotive pour le commerce, pour les services, pour en faire un lieu vraiment convivial. Et puis le projet des bécanes, ce terrain qui est à proximité de la gare, c'est un projet aussi de moyen terme. Tout est très lent en France, c'est parfois un peu frustrant, mais on espère les premiers coups de pioche d'ici 5-6 ans. Tout est très lent, mais pour avoir un cœur de ville avec cet esprit village qui permette de redonner de la centralité, de l'attractivité, du dynamisme avec des nouveaux commerces, avec des nouveaux services, notamment en termes de santé, puisqu'on manque cruellement de médecins, mais pour être attractif pour des médecins, il faut plus de patients, une patientèle plus importante, et puis d'avoir aussi, je dirais, ce fameux cœur de ville dans le parcours résidentiel qui permettent à tous ceux qui veulent acheter à La Verrière de pouvoir le faire. On a vu quelques images d'une marche que vous avez menée avec les habitants pour recueillir sur ce projet leurs impressions. Alors en 2024, on parle aussi d'autres nouveautés, plusieurs projets qui concernent le quotidien des habitants. Alors il y a des aménagements pour les cyclistes, notamment à l'allée du 19 mars, et tout autre chose, des boîtes à lire vont être installées, c'est ça ?
Exactement, on a les boîtes à lire qui vont être installées pour démocratiser l'accès à la lecture. On a déjà la chance à la Verrière d'avoir une belle médiathèque, Aimé Césaire, hein, j'invite d'ailleurs tous les Verriérois à s'y rendre, mais on a envie d'avoir aussi des lieux de convivialité. Elles seront en forme de cabines téléphoniques anglaises, les Red Telephone Boxes. J'espère que vous ne vous moquerez pas de mon accent. Non, pas du tout. Et en fait, c'est un petit clin d'œil aussi à la visite du roi Charles III dans les Yvelines, visite historique dans notre département, et donc on a voulu faire ce petit clin d'œil-là. Vous parliez des aménagements cyclables. Il y en aura en fait effectivement sur l'avenue des Noé et également sur la rue du Petit Pont et puis l'avenue de la Gare pour permettre de relier ces grandes, je dirais, liaisons de manière sécurisée pour les cyclistes, pour inverser le rapport de force, pour faire comprendre aux automobilistes que la priorité, c'est le cycliste. Et puis l'allée du 19 mars, qui va être totalement réaménagée. Elle va se refaire une beauté. Elle est très appréciée des Verriérois, mais elle était assez vétuste. Et donc, il fallait investir pour lui redonner un nouveau souffle. Et puis en 2024, il y a un événement, je pense que vous voyez où je veux en venir, bien sûr, les Jeux Olympiques, c'est une année olympique. La Verrière a ce label de terre de jeu. Comment la commune va-t-elle tout simplement s'associer à l'événement? Comment vous allez le vivre avec vos habitants? Eh bien écoutez, en s'inscrivant pleinement dans cet événement, qui est aussi l'événement du siècle, hein, puisque je crois que les derniers Jeux en France, c'était il y a plus de 100 ans. 1924. Oui. 1924. Donc on va essayer de participer pleinement à la fan zone, hein, qui sera sur l'île de loisirs. On essaye aussi de relayer beaucoup les offres d'emploi. On parle de 10 000 offres d'emploi dans des secteurs très recherchés, en tension. La sécurité, la restauration, l'hôtellerie, mais aussi les transports. Donc on va s'inscrire pleinement dans cette dynamique d'emploi. Et puis, il y aura beaucoup d'événements pour gagner des places. Alors, les places, elles sont très limitées, malheureusement. On a une centaine de places, donc ça va partir très vite. Mais on va essayer que nos habitants, notamment nos jeunes, nos associations, puissent en bénéficier avec des quiz, des événements sportifs qui seront organisés tout au long de l'année. Pour terminer, Nicolas Dainville, la carte blanche, tous les maires qui viennent ici en plateau se prêtent à cet exercice. Vous abordez un sujet libre qui vous tient à cœur. Pour refermer cette interview, vous avez 1 minute et je crois que vous allez nous parler de l'histoire de la ville. Ben écoutez, sujet essentiel, on va effectivement travailler sur la rédaction d'un beau livre sur l'histoire de la ville, d'une belle exposition et pourquoi pas d'un spectacle. Ensuite, sur l'histoire de notre commune qui est trop souvent méconnue alors qu'elle est extrêmement riche. On a cette fameuse gare qui a été inaugurée par Napoléon III, il y a l'étang des Noé qui était créé pour alimenter les grandes eaux du château de Versailles, les magnifiques fontaines, mais aussi les premiers lotissements pour les Parisiens en manque de campagne à la petite Verrière, et puis l'histoire du château qui est extraordinaire avec ce comte de La Valette, hein, qui était l'aide de camp de Bonaparte et qui a caché l'un des trésors, vraiment beaucoup d'argent, notamment de la campagne d'Égypte qui était caché sous le plancher du château. La légende voudrait qu'une partie seulement de ce trésor ait été trouvée. Si vous trouvez l'autre moitié, on est toujours preneur, hein, pour les finances communales. Mais on va vraiment faire ça en récoltant les anecdotes, les souvenirs précieux des habitants. Il y a beaucoup d'habitants qui ont vécu des choses extraordinaires dans la ville, qui ont énormément de choses à raconter. Et ça serait bête que toute cette mémoire vive tombe dans l'oubli. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de le faire avec les habitants et le musée de la ville de Saint-Quentin pour vraiment qu'on renforce ce sentiment d'appartenance, cette fierté, cette identité verriéroise qui est si belle. Merci beaucoup Nicolas Dainville d'avoir été avec nous, maire de La Verrière. Une nouvelle fois, bonne année à vous et à la commune de La Verrière pour cette année 2024. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité et demain pour une nouvelle édition, vous retrouverez Mathilde Francoux à la présentation. Belle soirée sur TV78.